The mic to Dr. Monsif Marzouki on my right hand. Dr. Monsif Marzouki, as you all know, is the first president of the Republic of Tunisia after the Arab Spring, and he is a statesman, a writer, a doctor, and a Tunisian human rights activist. He is former president of the Tunisian League of Human Rights, founder of the African Network of the Rights of the Child, and co-founder of the National Committee for the Defense of Prisoners of Conscience and the National Council for Liberties in Tunisia, CNLT, for his political opinions and activities for the defense of the protection of human rights. Mr. Marzouki was fired from his position as professor of medicine, banned from traveling, and kept under house arrest, then exiled in France. I will pass the mic to Dr. Marzouki, and he will talk about the Arab Spring and the implication on Yemen conflict. Bien, merci à tous. Je vais parler en français parce que j'ai vraiment envie de m'adresser à la population européenne, francophone, etc., dans la mesure où malheureusement le Yémen est passé à la trappe pendant des années, à cause probablement de la guerre en Syrie, à cause de tous les malheurs qui sont arrivés dans le monde arabe. Mais ce pauvre pays, entre guillemets, a été malheureusement un peu oublié, et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour m'adresser à l'opinion publique belge, francophone, l'opinion publique française, etc. Donc tous ceux qui doivent être interpellés par la question du Yémen. Je voudrais saluer ici Dr. Ouazzani. Il m'a rappelé ma jeunesse, entre guillemets, puisque en 2009, nous sommes allés tous les deux, je pense avec le juge Lebert, je pense, à La Haye, pour déposer à l'époque une plainte pour crime contre l'humanité, contre l'occupant israélien à l'époque de la situation catastrophique de Gaza. Et je me demande si ça ne va pas recommencer, si lui et moi et d'autres, nous n'allons pas un jour aller à La Haye pour déposer une plainte pour crime contre l'humanité contre un autre homme dont je vous parlerai tout à l'heure à la fin. Bien. Bien entendu, j'aurais bien voulu revenir à Bruxelles et voir tous les amis ici, dont je connais beaucoup, pour célébrer la victoire de la démocratie, pour célébrer la victoire des droits de l'homme dans le monde arabe. Malheureusement, apparemment, c'est plus compliqué qu'on le croyait, et il va falloir se battre encore pendant très longtemps avant d'arriver à cette victoire qui aura lieu. Alors, évidemment, moi, je ne peux vous donner que le point de vue sur la question du Yémen. Je ne peux que voir la question, bien sûr, je l'aborde du point de vue de militant des droits de l'homme, du médecin qui est accablé devant le fait qu'aujourd'hui 1 million de Yéménites souffrent de choléra, accablé devant le fait de voir 10 millions de Yéménites souffrir de la famine, etc. Bien sûr, parce que je suis avant tout un militant des droits de l'homme, avant d'être un homme politique. Mais puisque cette question des droits de l'homme va être débattue l'après-midi, laissez-moi prendre un peu de recul, quitte à paraître un peu froid, parce que les analyses politiques sont souvent un peu froides. Donc laissez-moi prendre un peu de recul pour voir un peu, mettre un peu tout ce drame dans son contexte politique. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et évidemment, cette analyse, je ne la fais pas du point de vue de l'analyste politique, je la fais du point de vue de l'acteur politique, de l'acteur qui a été dans tout le maelstrom qui a fait ce qu'on appelle le phénomène donc, du printemps arabe. Alors vous savez, je rappelle très rapidement la séquence. Donc, le printemps arabe a commencé en Tunisie, 17 décembre 2010. Ensuite, très rapidement, le 25 janvier, ça a été le tour de l'Égypte. Ensuite, le 11 février, si je ne me trompe pas, le Yémen. Le 17 février, la Libye. Le 17 mars, la Syrie. Mais on oublie qu'il y a eu aussi deux départs de feu, si je puis dire. Un départ de feu marocain, le 22 février, et un départ de feu aussi au Bahreïn. Je me souviens que quand je suis rentré en Tunisie avant d'être élu, on avait fait une petite manifestation devant l'ambassade du Bahreïn, et nous étions 4 ou 5. Donc pour vous dire qu'effectivement, il y a eu des départs de feu un peu partout dans le monde arabe. Le départ de feu marocain a été, grâce à l'intelligence du roi, a été un peu managé à peu près correctement. Au Bahreïn, ça a été très rapidement étouffé par la répression.
Et dans le reste du monde arabe, eh ben, il a eu le scénario que vous connaissez. Mais je dois avouer ici mon extrême surprise de voir la révolution yéménite. C'est un peu la surprise des marxistes du XXe siècle qui ont été surpris de voir que la révolution n'avait pas lieu en Grande-Bretagne et dans un pays industrialisé comme prévu par la théorie, mais dans un pays arriéré comme la Russie. C'était un peu notre étonnement de voir, nous les militants arabes, de voir la révolution du printemps arabe exploser au Yémen. Et c'était pour nous à la fois un étonnement, un plaisir et aussi un émerveillement. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'était le pays arabe, l'un des pays les plus pauvres, le plus tribalisé et le plus armé. Le peuple yéménite est un peuple armé, beaucoup plus que n'importe quel autre peuple sur la terre, y compris le peuple américain. Et donc, on aurait pu se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays où il y a une telle fragmentation tribale, où il y a un tel armement, ça va déboucher sur une catastrophe. Eh bien, pas du tout. C'était ça l'émerveillement de la divine surprise que le Yémen en a donné. Pas du tout. Ça a été une révolution vraiment pacifique, vraiment démocratique, où les femmes ont joué un rôle extrêmement important. Alors contrairement, on ne s'y attendait pas. Et la preuve, c'est que la prix Nobel de la paix de 2000, je ne sais plus quand, a été yéménite, 2011 était yéménite, donc on a mis Tawa Kelkelman, etc. Donc, au contraire, le Yémen a fait preuve d'une surprenante maturité démocratique qui n'était totalement pas attendue. Vous savez qu'il y a du sous-chauvinisme, y compris dans le monde arabe, les uns se croient supérieurs aux autres, etc. Oui, nous, les Tunisiens, nous sommes très avancés, pas du tout, c'est absolument pas ça. Le Yémen a montré une maturité démocratique, une capacité de gérer les conflits de façon pacifique, des gens qui étaient surarmés, qui n'ont absolument pas utilisé leurs armes, et ça, c'était quelque chose de magnifique à voir. Donc moi, j'ai gardé de cette révolution yéménite une énorme admiration et aussi un sentiment de fierté en disant non, nous pouvons effectivement bâtir une vraie et solide démocratie, y compris dans des pays qui sont supposés être des pays très arriérés et qui, à l'évidence, ne l'étaient pas. À l'évidence, le peuple yéménite était très politisé, très mûr, etc. Bien. Donc, après, vous connaissez la suite. Vous savez que la suite, ça a été la liquidation du printemps arabe. Alors, ce printemps arabe a été liquidé de différentes façons. Il a été liquidé par la guerre civile la plus atroce en Syrie, il a été liquidé par le coup d'État en Égypte, il a été liquidé par la guerre civile et le réveil du tribalisme, etc., en Libye. Il a été liquidé de façon très intelligente en Tunisie, avec de l'argent sale, avec les médias, avec l'achat de conscience, avec en utilisant les mécanismes de la démocratie, mais il a été liquidé. Il a été liquidé partout, et il fallait bien entendu le liquider au Yémen. Et il a été liquidé d'une certaine façon, puisque cette révolution démocratique pacifique où le peuple yéménite a fait preuve d'une très grande maturité, eh bien, on l'a ramené quasiment à l'âge de pierre avec une guerre civile atroce, etc. Alors pour moi, si vous voulez, le Yémen et la situation du Yémen est en fait comment dire, le Yémen est victime d'une double tragédie, d'une double guerre, ce qu'on pourrait appeler la guerre civile arabe, parce que la guerre civile américaine, vous avez deux groupes qui s'entretuent, etc. Dans la guerre civile arabe, c'est plus compliqué. Ce sont deux systèmes politiques qui s'affrontent. Le système politique hérité des siècles d'obscurantisme, où vous avez le régime basé autour d'une personne, autour d'une tribu, autour d'une famille, basé sur la corruption, la violence, etc., et qui est jusqu'à présent dominant. Et ensuite, vous avez une autre volonté politique qui est en train de s'exprimer, qui est en train de prendre toutes les formes, mouvement des droits de l'homme, mouvement civique, mouvement de femmes, etc., qui veut changer de système politique et faire passer le monde arabe dans une autre sphère politique, qui est la sphère démocratique, moderne, etc. Et en fait, vous avez aujourd'hui, si vous voulez, le printemps arabe a été l'une des dernières batailles entre ces deux systèmes, parce que ces deux systèmes se sont affrontés à l'échelle locale un peu partout depuis maintenant 50 ans.
Et le printemps arabe, c'est l'un des épisodes les plus voyants de cette guerre civile, entre guillemets, entre deux systèmes pour définir le sort de ces 400 millions d'Arabes pour l'avenir. Et ça va continuer, cette bataille n'est pas du tout finie. Et donc le Yémen fait partie, et l'une de ces batailles dans cette guerre civile arabe. Et en même temps, le Yémen est devenu aussi une terre de guerre, non pas civile arabe, mais une guerre arabo avec les autres puissances étrangères, les autres puissances locales, essentiellement l'Iran et bien entendu Israël, et donc toutes les puissances régionales qui se battent pour la domination de cette région. Maintenant, il faut bien se rendre compte que pour le système politique arabe traditionnel qui a conduit la contre-révolution de main de maître, qui a mis tout l'argent etc., si vous voulez, le Yémen a eu droit à un traitement particulier. Il faut bien, pour comprendre la violence de ce qui se passe au Yémen, il faut bien comprendre que, si vous voulez, pour le système arabe donc, qui a conduit la contre-révolution, le Yémen ne pouvait pas être autorisé à exister. C'était totalement inimaginable. À la limite, on peut tolérer une Tunisie démocratique, parce que la Tunisie est loin. Mais on ne peut pas tolérer un Yémen démocratique, évolué, etc., parce que c'est la cour des grands, parce qu'il est dans la péninsule arabique. Géographiquement, il fait partie de cet ensemble. Et il est donc totalement et absolument hors de question de laisser s'instaurer un Yémen démocratique. Et le Yémen, si vous voulez, pour aggraver son cas, était une république, ne l'oubliez pas, dans un espace qui était un espace dominé par des monarchies. Donc déjà, le Yémen était presque une épine dans le caillou dans la chaussure de toutes ces monarchies donc, traditionnelles de la région. C'était déjà une aberration d'être une république dans un espace de monarchie. Et en plus, cette république maintenant veut devenir une démocratie, veut devenir un état de droit, veut devenir un... C'était absolument et totalement impossible. Donc il fallait absolument détruire cette hérésie, cette anomalie, cet abcès de fixation pour qu'il n'y ait pas de contagion. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 1 million de Yéménites en Arabie Saoudite. Donc c'était vraiment une question de vie ou de mort. On ne pouvait pas tolérer un État démocratique à côté de chez soi. Si vous voulez, dans la logique politique de la géostratégie, c'était totalement impossible. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Arabie Saoudite et la monarchie acolyte, là, essentiellement donc les Émirats, n'auraient jamais accepté ni toléré, et que donc la destruction de cette révolution était quasiment inscrite dans les faits. Le système n'a même pas toléré un pays comme la Tunisie, qui est quand même à la périphérie de cet ordre-là. Comment voulez-vous qu'il tolère une révolution en son sein même, dans son espace vital? Donc ça c'était pour expliquer la violence de l'intervention saoudienne et l'argent qui était mis et la volonté politique de détruire et de ne pas l'autoriser. Et ceci, il va falloir se le mettre en tête, parce qu'il ne faut pas croire que l'Arabie Saoudite ou les Émirats vont changer de politique. Ils n'accepteront jamais un Yémen démocratique. Jamais. Et ils mettront tout l'argent qu'il faudra, ils mettront et ils ne reculeront devant rien, comme ils n'ont pas reculé devant le massacre de tout le peuple syrien. Et ici, il faut bien se rendre compte que la sauvagerie, l'inhumanité de ce système réactionnaire arabe et le fait qu'il est vraiment prêt à détruire tout le monde arabe s'il le faut pour garder. Nous sommes face à un ennemi déterminé qui a montré aussi bien au niveau de l'exemple yéménite qu'au niveau de l'exemple égyptien, qu'au niveau de l'exemple syrien, qu'au niveau de l'exemple égyptien aujourd'hui, qu'il ne reculera devant rien, qu'il est capable de détruire le monde arabe, mais qui ne l'autorisera pas à passer à la phase supérieure, à devenir une démocratie. Donc nous sommes affaire à un ennemi totalement déterminé, qui est de l'ordre du fascisme le plus extrême, et qu'il va falloir s'attendre au pire avec ces gens-là. Et maintenant, j'ai dit que, au-delà de cet aspect qu'il est totalement inacceptable, on ne peut pas tolérer au sein même de la maison l'existence de cette verrue, et qu'il faut la détruire par tous les moyens pour que ça ne métastase pas. La deuxième grille d'analyse, c'est que maintenant le Yémen est entré si vous voulez, dans la guerre proxy, dans la guerre des grands pour dominer la région. Parce que pour son malheur, il n'est pas seulement dans la péninsule arabique, mais pour son malheur, il est sur la route du pétrole, sur la route qui détermine à peu près l'essentiel
des obsessions occidentales, des obsessions, etc., c'est-à-dire la route du pétrole. Alors observez un peu le manège de cet État félon qui est l'Union des Émirats arabes. Comment il procède? Parce que, si vous voulez, le duo Arabie Saoudite, État, Émirats, c'est ça le noyau. Encore que, même ces gens-là ne sont que des prête-noms, parce que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de plus complexe. C'est l'État profond occidental, plus l'israélien, plus le capitalisme international, etc. etc. Mais restons-en au niveau des exécutants. Alors, la stratégie des exécutants, elle est claire, au niveau de la sécurisation de la route du pétrole. Les Émirats, actuellement, sont en train d'occuper les îles, essentiellement l'île de Socotra. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Socotra, mais normalement, ça devrait être un truc protégé par les Nations Unies, tellement cette île est splendide, est extraordinaire, elle a des espèces totalement inconnues dans le monde, donc des espèces végétales, etc. Donc ils sont en train d'occuper cette île qui ne présente aucun intérêt apparent, sauf que ça permet de sécuriser cette route de pétrole. Ils sont en train de vouloir occuper Aden et quitte à diviser le Yémen pour que Aden tombe sous leur férule, là. Et ils sont en train de s'installer tout le long. Ils veulent contrôler les ports de la mer Rouge sur la côte africaine, dans ce qu'on appelle le Somaliland, etc. Donc il y a une volonté claire et nette quand on regarde la carte, à savoir qu'il va falloir sécuriser ces voies en préparation d'une éventuelle guerre contre l'Iran. Donc le Yémen est doublement en otage, à la fois de la guerre civile entre guillemets arabe et de la guerre proxy entre les puissances occidentales, israéliennes, etc., pour le contrôle des routes de pétrole. C'est vous dire que ce malheureux peuple yéménite est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas du tout celle qui aurait été espérée, à savoir d'un peuple qui pacifiquement, souverainement, passe à un état supérieur de développement social et économique. Et la destruction de ce pays ne pose rien pour ces gens-là, puisqu'on a vu jusqu'où ils peuvent aller en Syrie, et on a vu avec le régime égyptien jusqu'où on peut aller dans la répression. Donc moi, ce dont j'ai peur, et là je ne veux pas vous effrayer, mais je pense qu'effectivement nous allons aller vers des affrontements de plus en plus durs, de plus en plus violents, et de plus en plus catastrophiques pour toute la région. Alors la seule chose qui est un peu donne un peu de l'espoir, c'est que malheureusement évidemment pour tous les militants des droits de l'homme, pour les etc., c'est que nous sommes dans une phase où ces droits de l'homme sont bafoués de façon extraordinaire, mais en même temps la résistance est en train de devenir très forte. Je pense que le Yémen va être le Vietnam de la Saoudie. Et la résistance que le peuple va opposer à ces nouveaux barbares va être probablement un grand facteur, si vous voulez, dans l'avenir qui va définir l'avenir du monde arabe. Ces deux puissances qui conduisent essentiellement la contre-révolution, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats, même les Égyptiens ne sont que le régime égyptien n'est que là que pour de la main-d'œuvre. Je pense qu'ils sont en train de voir beaucoup plus au-delà de leur capacité réelle, et que la résistance des peuples arabes, que ce soit la résistance du peuple syrien, que ce soit la résistance du peuple yéménite, demain la résistance du peuple égyptien, tout cela va venir avec force dans les années à venir, et cette première vague que nous avons vue, donc le printemps arabe de 2011, ça a été, si vous voulez, les premières explosions volcaniques, et il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres qui sont encore plus violentes, encore plus dramatiques. Alors, quand est-ce que le monde arabe trouvera cette phase d'équilibre où, en fin de compte, les forces réactionnaires accepteront que ces peuples... Nous avons le droit, nous avons le droit de passer à une étape supérieure, je ne sais pas. Ce que je sais, pour le moment, c'est que nous allons nous battre par tous les moyens pour avoir droit effectivement à être des États démocratiques, des États libres, et que ceci est un objectif qui est à notre portée. Ce que je sais, que ces forces contre-révolutionnaires sont en train de perdre la bataille, même si en apparence
le prix qui nous coûte est extrêmement élevé. Et ce que je sais, c'est que ici, je m'adresse à l'opinion publique internationale, vous ne pouvez pas rester les bras croisés à regarder ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. Alors, il faut faire quoi? Bien sûr, il faut apporter de l'aide sur le plan humanitaire au peuple syrien, au peuple yéménite, au peuple palestinien. N'oubliez pas qu'hier, il y a eu 15 morts qui ont été assassinés sur les frontières de leur propre pays et des centaines ou des dizaines de blessés. Ça aussi, c'est un autre drame qui est passé à la trappe. Le nombre de drames fait que chaque fois, un drame passe à la trappe. Donc, le drame syrien a caché le drame yéménite, le drame yéménite a caché le drame palestinien, mais tous ces drames, en réalité, sont des drames liés les uns aux autres. Je pense qu'il faut invoquer le droit national. Je pense qu'il y a des crimes de guerre aujourd'hui contre les peuples arabes. Je pense que le peuple syrien est victime d'un grand criminel de guerre qui s'appelle Bachar al-Assad. Je pense que la CPI doit se saisir du dossier de Bachar al-Assad. Je pense que la CPI doit se saisir du dossier de Mohammed Ben Zayed. Je pense que Mohammed Ben Zayed, donc le prince qui est probablement, pour le moment, le grand cerveau de cette contre-révolution qui coûte des millions de déplacés, de morts, etc., doit être aussi mis sur la sellette. Il faut que la justice internationale mette le doigt sur des individus bien précis. Parce que de parler du Yémen, parler des Émirats arabes unis, parler de l'Arabie saoudite, ça ne marche plus. Il faut qu'on identifie les hommes et les femmes qui ont été à l'origine de la mort de millions de gens et de dire ces gens-là sont des responsables. La responsabilité est individuelle. Il faut aujourd'hui que nous puissions, et c'est le rôle des avocats ici, de dire non, Bachar al-Assad est responsable individuellement. Et Mohammed Ben Zayed est responsable individuellement de ce qui se passe dans les pays. Donc il y a l'action politique, il y a l'action humanitaire, et il y a l'action aussi légale. Et il faut que toutes ces actions soient menées parallèlement. Sinon, ces crimes contre les peuples, parce que ce qui s'est passé vis-à-vis du Yémen, c'est un véritable crime, vis-à-vis du peuple égyptien, c'est un véritable crime, vis-à-vis du peuple syrien, c'est un véritable crime. Ces peuples ne voulaient rien d'autre que vivre librement, vivre dans la dignité, et on les a empêchés de vivre, d'exprimer leur désir de vivre, leur volonté de vivre par les moyens les plus abjects, on les a affamés, on les a assassinés, etc. Et ce sont des individus, des personnes particulières qui prennent la responsabilité. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Ce sont des hommes qui ont accepté, qui ont pris des décisions, et ces décisions ont amené à ce qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui meurent par le choléra, meurent par famine, par des centaines de milliers et par des millions. Et cette responsabilité, elle doit être marquée, elle doit être individualisée. C'est la seule façon pour que le monde, un jour, devienne un monde un peu plus paisible, quand chaque chef d'État sait qu'il est responsable de ses actes. Ces hommes s'imaginent n'être pas responsables de leurs actes et de ne devoir rien à personne parce qu'ils sont dans la toute-puissance divine, etc. Et c'est ça le début du crime. Donc voilà ce que j'ai à dire. Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre ces gens-là. Je sais ce que ces peuples voulaient. Je sais quelle occasion nous avons raté de faire effectivement des peuples heureux, des peuples développés, etc. Je ne peux pas pardonner à ces hommes les décisions qu'ils ont prises et les catastrophes dont ils ont été l'origine. Et je suis de plus en plus déterminé, à la fois en tant que militant de droits de l'homme, en tant qu'acteur politique, à ce que le combat du printemps arabe, comme ils l'imaginent, ce n'est pas une parenthèse qui a été fermée, c'est eux la parenthèse qui sera fermée. Aussi longue soit-elle, c'est eux dont la parenthèse sera fermée, et nos peuples auront le droit de vivre en paix, de vivre dans la démocratie, de vivre dans les droits de l'homme, et c'est à eux de disparaître de la scène de l'histoire, c'est pas à nous. Merci beaucoup.